Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. 8h30, 9h, l'interview politique, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Aurélien Pradié, député LR du Lot, auteur de Tenir bon aux éditions Bouquin. Aurélien Pradié, bonjour. Bonjour. Projet de loi immigration. La commission mixte paritaire, suspendue dans la nuit, reprendra ses travaux, théoriquement, à 10h30. Si je vous dis ça suffit, que me dites-vous ce matin ? Eh bien, figurez-vous que c'est aussi ce que je pense. Ça suffit ? La démocratie doit aussi avoir dans son exercice un début et une fin. Ça suffit que le gouvernement nous dise ce qu'il veut faire, que nous sortions de cette commission mixte paritaire avec un texte et que l'Assemblée nationale vote sur le texte. C'est normal que nous ayons des discussions et des discussions les plus fermes possibles. Mais on ne va pas passer 3 jours à négocier dans des couloirs, comme nous le faisons en commission mixte paritaire, si le gouvernement ne veut pas lâcher, qu'il le dise et que nous allions au vote. Donc, Est-ce que vous demandez ce matin le retrait du texte ? Non, je ne demande pas le retrait, je demande à ce qu'il finisse son parcours parlementaire. La commission mixte paritaire fait partie de ce parcours-là. Si le gouvernement entend céder sur les points qui pour nous sont non négociables, alors qu'il cède. Mais arrêtons ce petit jeu parce que ça ne pourra pas durer éternellement. Donc le gouvernement cède ou pas ? S'il ne cède pas, pas de texte. L'intransigeance est devenue une vertu politique. Nous l'avons dit chez les Républicains depuis le départ. Il n'y a pas d'autre option que de partir sur les lignes que nous avons fixées. Si le gouvernement ne le veut pas, qu'il arrête de balader tout le monde. Nous devons en finir avec cette commission mixte paritaire. Elle a beaucoup travaillé hier, en profondeur. Elle doit retravailler ce matin. Et j'invite tous mes collègues à y participer parce que nous devons respecter Bruno les institutions. Retailleau ne veut pas y aller à 10h30. Je vous le redis, il se trompe. Je vous le redis, ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'il se trompe ? Je vous dis que ça suffit. Oui, je non, vous dis que nous devons respecter. Eh bien, je vais vous répondre plus précisément. Nous devons respecter les institutions de la République. Donc, il doit y aller. Cette commission mixte paritaire, nous l'avons voulu. Nous avons fait voter une motion de rejet préalable et ça a fait le plus grand bien à ce gouvernement qui se retrouve au pied du mur. Il faut évidemment participer à la commission mixte paritaire. Il doit y aller. Et bien sûr, elle est convoquée à 10h30. Lorsque des députés et des sénateurs sont convoqués à une commission mixte paritaire, ils y participent. Il faut en sortir parce qu'il faut une loi pour le pays. Vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas d'accord au sein de LR. Suspension successive de cette commission mixte, tractation, accusation mutuelle, majorité LR, de ne pas tenir parole. Le président de la République serait même intervenu. Attention, l'Élysée a démenti. Vous avez des informations à ce propos ? J'ai dénoncé cette intervention si elle existe. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes chez les Républicains d'ailleurs parfaitement unis. Nous avons dit Jean-Jacques Bourdin depuis le départ que nous ne céderions pas sur des points qui sont importants pour avancer sur ce sujet. Tout ça, c'est pas de la tactique politique. Vous comprenez bien que sur ce sujet migratoire qui est si grand, si nous ne faisons pas un pas immense, alors nous allons décevoir les Français. Mais je vous le redis, il y a une limite à l'exercice. La commission mixte paritaire est convoquée à 10h30 ce matin. Elle doit retravailler ce matin. Et dans la journée, il faut savoir si nous nous mettons d'accord ou pas. C'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. S'il n'y a pas d'accord, vous demandez dissolution ? Le départ de Gérald Darmanin ? Vous voyez bien l'écart gigantesque qu'il y a entre ce que les Français attendent de nous et ce qui se passe dans la vie politique. Évidemment que cette commission mixte paritaire, elle nous intéresse, elle nous passionne tous. Mais nous savons par avance... que le texte qui sortira de cette CMP ne changera pas tout ce qui doit être changé. Et donc oui, il va falloir débloquer la situation démocratique. Qu'Emmanuel Macron se rende bien compte que nous sommes dans une crise démocratique. Qu'il ne pense pas que la barque tiendra jusqu'en 2027. Donc vous demandez dissolution ? Il y a 3 outils qui existent dans la Constitution. Le référendum, la dissolution, ce qui permet de revenir au peuple. Et il y a un moment où on n'y coupera pas, y compris au référendum. Et puis il y a une 3e option qui est de renverser le gouvernement. C'est la motion de censure. Je l'ai déjà votée une fois et je ne regrette pas de l'avoir fait au moment des retraites. Peut-être que nous aurions pris d'avance sur la bordélisation que nous connaissons aujourd'hui de notre vie démocratique. Il faut qu'Emmanuel Macron active un de ces 3 leviers. Tout ça ne tiendra pas bon an, mal an jusqu'en 2027. Il ne déclencherait pas de 49.3 sur ce texte, projet de loi immigration. Il l'a en effet dit, il l'avait dit aussi par le passé. Mais une fois de plus, mesurons bien comment nous nous habituons à une dégradation permanente de notre démocratie. Alors, regardons ce qui sépare encore LR et la majorité présidentielle. Les prestations sociales pour les étrangers. Étrangers qui travaillent
ou étrangers qui ne travaillent pas, mais qui sont en situation régulière. Prestations sociales aussi pour les étudiants étrangers. Alors, est-ce qu'il faut conditionner le versement des prestations sociales et le texte aujourd'hui, pour les étrangers en situation régulière, prestations sociales, allocations familiales, APL, aujourd'hui, il faut 6 mois avant de les toucher. Vous proposez de porter ce délai à 5 ans, c'est bien cela? C'est exactement cela. Il faut distinguer 2 types d'aides dans notre pays. Oui. En aide sociale. Les aides contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous cotisez, et c'est normal si vous cotisez que vous obteniez un droit immédiatement. Nous ne voulons pas les remettre en cause. C'est-à-dire quelles aides? Vous avez des aides dans lesquelles, par exemple, l'allocation chômage, l'allocation maladie, si vous travaillez, donc si vous cotisez, vous pouvez récupérer un droit. Vous payez des impôts quand Exactement. vous travaillez. C'est ce qu'on appelle des aides contributives. Et puis il y a les aides non contributives qui font que même si vous ne cotisez pas, vous en bénéficiez. C'est le cas pour les APL et pour les allocations familiales. Nous voulons poser l'allocation adulte handicapé. Et l'allocation adulte handicapé, dont je considère qu'il faut la mettre à part. Et c'est ce que nous avons proposé en disant que lorsque vous deveniez en situation de handicap, une fois arrivé en France, dans le temps qui suit, vous pouviez bénéficier de l'allocation. Donc vous voyez, on n'est pas des affreux bourrins qui ne respecterions pas, y compris les règles élémentaires d'humanité. Mais ce que nous disons, c'est que sur toutes les aides non contributives, les allocations familiales ou les APL, il y a un délai de carence de 5 ans qu'il faut installer. Et que vous ne pouvez pas les percevoir si vous n'avez pas passé 5 ans légalement sur le territoire. Vous ne bougerez pas? Non, on ne bougera pas parce que c'est une question de principe absolument fondamentale. Donc sur ce délai de 5 ans, vous ne bougerez pas? Que ce soit 5 ans ou 3 ans, on peut en discuter. Mais il faudrait savoir. Oui, alors. Non, mais nous l'avons dit sereinement hier. Nous avons dit que ce que nous voulions, c'était une vraie rupture. Aujourd'hui, ce principe, il n'existe pas. Si demain nous réussissons à poser un délai de carence, qu'il soit de 3 ans ou de 5 ans, peu importe en réalité, qui fasse que les allocations non contributives soient conditionnées à un temps de présence sur le territoire, ce sera une vraie révolution. Et ça, c'est grâce à notre détermination. Est-ce que ce n'est pas un retour à la préférence nationale? Je ne sais pas si c'est un retour, mais en tous les cas, c'est l'installation. C'est ce que propose le RN. Finalement, vous avez la même position sur ce texte. C'est un principe d'ailleurs qui, je crois, convainc y compris des électeurs de gauche, figurez-vous. Non, mais parce que cette idée, mais c'est une idée de bon sens. Au fond, nous avons un pays dans lequel vous ne pouvez pas bénéficier des largesses, ou en tous les cas du soutien de la collectivité, si vous ne participez pas vous-même. C'est pas une idée ni de droite, ni d'extrême droite, ni de gauche. C'est une idée de bon sens et c'est une idée républicaine. Et pour les étudiants étrangers. Pour les étudiants, lorsque vous allez à l'étranger, que vous êtes étudiant français, vous ne bénéficiez pas d'allocations non contributives. Il faut que la France applique exactement la même règle. Mais quand je vais étudier à l'étranger, si je suis étranger, je ne verse pas de caution. Non, vous ne versez pas de caution. Alors que vous voulez obliger les étudiants étrangers à verser une caution avant de venir étudier en France. Mais il y a des pays dans lesquels il vous faut déposer une caution avant de venir étudier. En Europe, en Europe, il y en a quelques-uns, majoritairement à l'extérieur de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que d'autres pays à l'extérieur de l'Europe gèrent mieux leurs questions migratoires qu'en France. Mais allons au fond de la question des étudiants. Aujourd'hui, nous avons une immigration étudiante dans notre pays dont nous avons besoin en partie, mais qui a explosé depuis plusieurs années. On sait que c'est une des filières d'entrée d'une immigration illégale. Vous avez aujourd'hui des étudiants étrangers qui viennent faire des cours de psycho dans notre pays, alors que nous n'avons pas besoin de former plus en psycho. Nous avons déjà trop d'étudiants formés dans ce domaine. C'est une voie d'entrée d'immigration illégale. Peut-être retourneront-ils dans leur pays ensuite, une fois formés en France. Sauf que Jean-Jacques Bourdin, ce qui serait la meilleure des solutions. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, il nous faut simplement poser des règles qui contraignent les choses et qui nous permettent de reprendre en main notre destin migratoire. La valeur travail. Vous êtes très attaché à la valeur travail. Oui, je le suis. Aurélien Pradier. Alors, la valeur travail. La régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension. D'après le texte du Sénat, ce n'est pas compliqué, c'est une modification du texte antérieur. Le travailleur demandera sa régularisation et c'est le préfet qui statuera. Ça vous convient, cela? Oui, ça me convient. C'était l'article 4 bis. Oui. Et nous avons été quelques-uns, avec Olivier Marleix et Éric Ciotti, à demander à sécuriser l'écriture du Sénat, qui nous paraissait un peu incertaine. Et nous avons obtenu 2 conditions supplémentaires. La première, c'est qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir être régularisé dans les secteurs en tension. Ça paraît absolument évident. La deuxième règle que nous avons fixée, c'est que si le préfet refuse la régularisation, parce qu'on considère que vous êtes potentiellement dangereux, il ne pourra pas y avoir de recours devant les tribunaux administratifs. Enfin, il pourra y en avoir un, mais il ne prospérera pas. Ça, c'est une règle élémentaire. Dès lors que ces règles sont acquises,
elles le sont depuis les discussions qu'il y a eu avec le gouvernement hier, ça me convient. Et donc je le dis, quand on avance dans le bon sens, je soutiens. Quand on recule, je ne soutiens pas. Bien, l'AME. Alors, le gouvernement s'est engagé mais depuis le début, on le sentait venir, à sortir l'AME de ce texte. D'ailleurs, on se demande ce que l'AME faisait dans ce texte, entre parenthèses. Sortir l'AME pour proposer un projet de loi début janvier ou courant janvier aux parlementaires. L'AME, l'aide médicale d'État, vous voulez réduire l'AME, la transformer en aide médicale d'urgence. J'ai discuté avec beaucoup de médecins, mais vous aussi. Franchement, la plupart des médecins le disent. Mieux vaut soigner, par exemple, un diabète qu'un coma diabétique. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est que l'AME sert de prévention. Bien sûr, Jean-Jacques Bourdin. Et ça sert aussi à éviter l'engorgement des urgences. C'est ce que disent les médecins. Personne n'a voulu remettre en question les aides d'urgence médicale. C'est une évidence de bon sens humaine, mais au-delà de santé publique, absolument fondamentale. Ce que nous demandons, c'est de réduire le panier d'éligibilité à l'aide médicale d'État. Il y a aujourd'hui des soins qui sont des soins de confort, qui ne doivent plus faire partie de l'aide médicale d'État. C'est tout ce que nous disons de manière très simple. Le gouvernement a proposé... Mais je souffre de diabète, tu fais quoi? Mais vous aurez un soin... Je suis pris en charge ou pas? Bien sûr, si c'est un soin d'urgence, vous serez pris en charge. Non, mais je ne parle pas de soins d'urgence. Je souffre de diabète. J'ai le Covid, par exemple. Est-ce que je suis pris en charge ou pas? Sur le Covid, évidemment. Lorsque aujourd'hui nous prenons en charge le Covid, ce sont des soins qui nécessitent une intervention d'urgence. C'est pas ça le sujet. Vous savez très bien de quoi on parle, Jean-Jacques Bourdin. On parle de soins qui sont des soins de confort, qui aujourd'hui n'ont rien à faire dans l'aide médicale d'État. Ne faut-il pas mieux contrôler plutôt que supprimer l'AME? Mais il n'a jamais été question de supprimer tout le dispositif. En tous les cas, ma position, elle est très claire. Il faut réduire tout le champ d'intervention. Et si nous avons demandé à ce que l'AME soit sortie du texte, c'est pour une raison très simple, c'est que c'est un cavalier législatif. Oui. Et que donc, si on le laissait dans le texte, tout le monde se faisait plaisir en affichage politique, mais dans 3 semaines, le Conseil constitutionnel aurait viré la mesure du texte. Est-ce qu'on aurait été crédible devant les Français? La réponse est non. C'est pour ça qu'en janvier, sur les bases du rapport de Patrick Stefanini notamment, on va avancer sur une correction de l'aide médicale d'État pour qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus l'explosion que nous avons dans les dépenses de l'aide médicale d'État et que ça reste une mesure d'urgence sanitaire efficace pour le pays. Aurélien Pradier, qu'est-ce qui vous sépare du Rassemblement national aujourd'hui? Des questions fondamentales, y compris idéologiques. Je sais d'où vient le Rassemblement national. Alors je sais que c'est d'où vient, c'est une chose. Oui, mais c'est fini, ça. D'où vient Jean-Jacques Bourdin. C'est ce que dit Marine Le Pen. C'est ce que dit. C'est fini. Jean-Jacques Bourdin, je sais que je vais être un peu à contre-courant. Bardella lui-même, enfin, même s'il est hésitant sur la question. Je sais que je vais être un peu à contre-courant, mais moi je sais d'où ils viennent et je ne l'ai pas oublié. Et peut-être qu'on me dira que tout ça c'est un vieux procès. Peu importe, je n'ai pas oublié, y compris aujourd'hui, que M. Bardella a du mal à dénoncer ce qui a pu arriver par le passé, les relations qu'il a avec certains dirigeants européens très peu fréquentables, etc., etc. Mais au-delà, vous avez vu le spectacle du Rassemblement national? À quoi ils servent? Ce sont des pitres. Depuis quelques jours, ils vous expliquent que dans ce texte, il y a des victoires idéologiques. Et ils ne veulent pas voter le texte. Ce sont des contemplateurs de l'effondrement du pays. Moi, c'est une différence fondamentale. Ils sont aujourd'hui volontaires que ce pays n'avance pas d'un millimètre. Moi, ce que je veux, c'est servir mon pays. Je ne crois pas que les députés du Rassemblement national soient des patriotes. S'ils étaient des patriotes... Donc ils sont dangereux s'ils ne sont pas patriotes. Ils sont dangereux. Mais ils sont dangereux pour notre pays. Le RN au pouvoir, est-ce dangereux? Mais bien sûr que c'est dangereux. C'est dangereux idéologiquement, je le crois, mais ça, je ne demande pas à tout le monde de le partager. C'est mon point de vue personnel. Mais ce que je sais en revanche, c'est que ce sont des margoulins. Vous voyez ce que c'est, les margoulins? Ce sont des individus qui vous vendent des choses folles et qui sont incapables de les tenir. Mais observez, et je pense que parmi nos auditeurs, certains sincèrement se disent que le Rassemblement national peut-être est une solution. Regardez depuis 48 heures, ils servent à quoi? Ils ne cherchent qu'une chose, c'est que ce pays continue à s'effondrer. Et à chaque fois qu'ils ont rendez-vous avec les Français pour faire avancer les choses, ils disparaissent de la circulation. Les députés du RN ne servent à rien depuis 3 jours, à rien du tout. Si ça, c'est pas la démonstration qu'ils n'ont pas le tempérament de diriger notre pays, c'est sûrement qu'au fond, nous ne voulons pas le plus grand bien pour la France. Donc jamais d'alliance avec eux? Non, mais ni avec eux, ni avec Emmanuel Macron. La droite n'a pas à être l'arrière-boutique, ni des uns, ni des autres. Je sais que c'est un chemin plus difficile. Moi, ce que je veux, c'est parler à tous les électeurs. À ceux qui ont voté Macron hier, qui en sont déçus, à ceux qui votent Marine Le Pen aujourd'hui et qui peut-être se disent que c'est évidemment pas la solution. C'est aux électeurs que je veux parler, mais à tous les électeurs. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la solution? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur? Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella n'est pas à la hauteur? Il prétend vouloir devenir Premier ministre. Oui, mais
l'avez entendu. Je le laisse assez fantasme. Est-ce qu'il a le niveau pour être Premier ministre? Je ne suis pas là pour juger personnellement. D'accord, mais vous pensez quelque chose. Je me méfie toujours de ceux qui fantasment de l'accession au pouvoir. Observez depuis 48 heures. Est-ce que M. Bardella, depuis 48 heures, est à la hauteur de la situation? Est-ce qu'il a fait avancer de millimètre le sujet? Est-ce qu'il s'est impliqué concrètement pour faire en sorte que dans cette commission mixte paritaire, on en sorte quelque chose pour les Français? Ils sont où, les patriotes? Les patriotes, ils sont planqués depuis 48 heures. Ils espèrent de faux patriotes, quoi. Mais bien sûr que ce sont des faux patriotes. Ils espèrent que dans cette bordélisation de notre démocratie, ils en tirent un bénéfice. Je pense que des Français qui sûrement légitimement en ont ras-le-bol, se disent qu'il faut retourner la table, se rendent compte au fond que ces patriotes de papier sont incapables de retourner la table. Depuis 48 heures, ce sont les députés les Républicains qui retournent la table. Aurélien Pradié, je change de sujet parce qu'il y a un sujet qui touche tous les Français. Il s'agit du coût des mutuelles, nos mutuelles santé, nos complémentaires santé. Hausse prévue en moyenne en 2024, 8,1%. Je dis en moyenne. Augmentation excessive. Et voilà un vrai sujet. Oui, voilà. Nous agitons beaucoup sur la commission mixte paritaire, mais pendant ce temps-là, les mutuelles vont prendre une explosion gigantesque. Et il faut comprendre qui cela va toucher. Les plus modestes. Ceux pour qui aujourd'hui la question de la mutuelle est le plus difficile sont les publics les plus précaires, financièrement, et en termes de santé, puisque c'est souvent lorsque vous êtes âgé, que vous avez des problèmes de santé, que votre mutuelle coûte très très cher. Cette hausse, elle est purement inacceptable. 8%, c'est énorme. Dans la période d'inflation que nous connaissons, le devoir de l'État, c'est de protéger les Français, notamment sur les sujets. L'État ne peut rien. Eh bien, que l'État fasse ce qu'il peut faire, qu'il réunisse les dirigeants des mutuelles immédiatement, plutôt que de s'agiter sur des sujets, à vrai dire, assez secondaires. Il y a déjà eu des réunions avec l'assurance maladie, avec Eh bien, fixons les règles. L'État est responsable en partie. Le nombre des remboursements qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines, tout cela est lié à l'augmentation des mutuelles. L'État a une part de responsabilité. Et si la politique sert encore à quelque chose, c'est bien à protéger les Français concrètement, y compris sur leur pouvoir d'achat. Nous avons des Français qui, dans les semaines qui viennent, vont devoir choisir entre s'alimenter et se soigner. Alors, quel est ce pays dans lequel on choisit entre s'alimenter et se soigner? Vous dites c'est inadmissible, 8,1% en moyenne. Est-ce que vous êtes favorable à une hausse franche du prix de la consultation médicale? Ça peut être un sujet d'évolution et de progression. Ça peut être un sujet, mais bon, votre position sur le sujet? Moi, je ne suis pas favorable à l'augmentation de la franchise. Je considère qu'aujourd'hui... Je ne parle pas de la franchise, je vous parle de la consultation, du prix de la consultation. C'est un débat que nous avons avec les médecins depuis plusieurs années. Je pense aujourd'hui qu'ils sont sous-rémunérés dans la consultation. Donc il faut augmenter le prix de la consultation. Je parle bien des médecins généralistes de premier recours. Oui, mais c'est important, parce que mais je suis d'accord, il faut faire une différence entre ça veut dire augmentation le premier recours... Forcément, non, si on augmente... Écoutez, vous voulez qu'on fasse le calcul de ce que nos C'est ce que disent les mutualistes. Oui, mais je veux bien que les mutualistes se plaignent, je veux bien que les sociétés d'assurance d'autoroutes se plaignent en permanence, qu'elles nous fassent pleurer sur leur misère, mais je n'y crois pas une seule seconde. Donc il y a un moment où ça suffit, et je le redis, il faut que l'État joue son rôle de protection. Ce qui va se passer concrètement, c'est que dans les mois qui viennent, des Français vont cesser de se soigner. C'est déjà le cas en partie. Est-ce que c'est acceptable dans un pays comme le nôtre? Voilà un sujet sur lequel je suis prêt à travailler avec tout le monde, et c'est le cœur de l'action politique. Bien. La situation au Proche-Orient, Aurélien Pradié, trop de civils tués à Gaza? Évidemment, et depuis plusieurs semaines, c'est le cas. Est-ce qu'Israël doit cesser ses opérations militaires? Ce cessez-le-feu demandé aujourd'hui pratiquement partout dans le monde, hein. Il y a Est-ce qu'Israël doit céder et aujourd'hui, aujourd'hui, dans tous les cas, observer une trêve humanitaire, on la qualifiera comme on veut, mais une trêve. Il y a deux grands risques qui nous guettent. Le premier, c'est de s'habituer au spectacle de la guerre. Parce que ce spectacle-là, il fait des morts civils, tous les jours. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure, notre attention baisse sur ce sujet essentiel. Il y a donc un premier sujet humanitaire. Le deuxième sujet, c'est un sujet géopolitique. Plus nous nous installons dans la guerre, plus le Hamas gagne du crédit auprès de la population palestinienne. Et je ne veux pas qu'il arrive avec le Hamas ce qui est arrivé avec le Hezbollah il y a quelques décennies. Il ne faut pas qu'au fur et à mesure de cette guerre permanente, le Hamas devienne un mouvement politique de résistance aux yeux des Palestiniens, parce que c'est un mouvement terroriste d'abord et essentiellement. Voilà les deux dangers qui nous guettent et qui nous poussent évidemment à tout faire pour que un cessez-le-feu, ou du moins une paix, puisse commencer à se réinstaller. Un cessez-le-feu avec une énergie consacrée à des débuts de discussion.
c'est le cœur du sujet. Oui. Et je sais que c'est difficile de parler de paix alors que nous avons en face de nous une organisation terroriste. D'ailleurs, le mot de cessez-le-feu, je ne l'aime pas parce que on ne peut pas faire véritablement de cessez-le-feu avec une organisation terroriste. Mais la paix, il n'est jamais trop tôt pour parler de paix. Aujourd'hui, nous devons avancer sur ce chemin qui est un chemin extrêmement long. Plus nous nous habituons à cette situation, plus nous allons créer non seulement des morts, mais aussi un désordre géopolitique de grande ampleur et durable dans cette région du monde. Bien, j'ai 2 questions encore, Aurélien Pradier. L'Union européenne ouvre contre X, ex-Twitter, une enquête formelle pour désinformation, manquement présumé aux obligations de lutte contre les contenus illicites et la désinformation. Est-ce qu'il faudra peut-être envisager un jour l'interdiction de Twitter en Europe ? L'interdiction, je ne sais pas. En tous les cas... un meilleur contrôle dans tous les cas. Un meilleur contrôle, oui. Moi, je le crois depuis déjà bien longtemps. Oui. Simplement, j'ai une limite, c'est que je ne sais pas comment on fait. Je vous lis les choses comme je les ressens. Politiquement, j'y ai beaucoup travaillé. Nous avons des limites techniques, technologiques. Mais il va falloir que l'Union européenne s'arme. Parce que Twitter n'est pas un outil d'information comme les autres. Et c'est important que chacun mesure bien que sur ce réseau social, comme sur d'autres, l'information est influencée, orientée et déformée. Tout ça contribue au grand abrutissement auquel moi-même parfois je me soumets de notre société, à la focalisation sur des sujets dérisoires alors qu'il y en a bien plus importants. Notre société s'abrutit ? Bien sûr qu'elle s'abrutit. Et les responsables politiques en font partie. Je ne me crois pas au-dessus du lot en vous disant ça. Mais vous voyez bien que nous avons perdu toute culture du temps long, toute culture de la tête un peu levée, et nous cédons au divertissement permanent. Mais Jean-Jacques Bourdin, ce qui se passe depuis 3 jours, c'est du divertissement. Alors que nous savons qu'il faut un grand référendum sur l'immigration, nous parlons d'une petite loi et de petites mesures. Mais vous y participez à ce divertissement ? Mais nous y participons tous, Jean-Jacques Bourdin, vous y compris. Tous, nous aussi. Et peut-être qu'un des premiers chemins vers la correction, c'est déjà d'en avoir conscience. Oui. Aurélien Pradier, la statue de cire de Gérard Depardieu retirée du musée Grévin, faut-il lui retirer aussi sa Légion d'honneur ? Je n'aime pas les grandes cabales. Ni contre les uns, ni contre les autres. Oui. Vous savez, j'ai été, lorsque j'ai regardé cette émission et que j'ai vu les propos de Gérard Depardieu, j'ai été blessé. Parce que j'ai aimé Gérard Depardieu, l'acteur. Je l'ai aimé profondément. J'ai du mal à ne plus l'aimer. Parce que je n'arrive pas à effacer toute son œuvre cinématographique, notamment de ma mémoire. Il y a une volonté d'effacer toute son œuvre, tout ce qu'il a fait. Oui, il y a une volonté d'aller au-delà, de lui demander des comptes, parce qu'il faut lui demander des comptes sur ce qu'il a dit, qui est épouvantable, et qui ne mérite aucune tolérance. Mais pour autant, est-ce qu'on doit effacer toute l'œuvre de l'homme ? Je n'en sais rien. Et vous savez, je suis très malheureux en réalité. Et il ne m'écoute sûrement pas, mais il faut qu'il mesure lui-même à quel point il a blessé tous ceux qui l'ont aimé. C'est ça le vrai sujet. Pour le reste, son œuvre ne pourra jamais s'effacer parce qu'elle est ineffaçable. Merci Aurélien Pradier d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h56, vous réagissez. 0826 300 300, vous avez l'habitude, nous allons parler de Noël bien sûr, puisque Noël approche. Que faites-vous ? Vous nous racontez vos projets. Moi j'aime bien savoir, je suis un peu curieux, j'aime bien savoir. Vous allez recevoir de la famille, vous allez aller chez des amis. Comment allez-vous vivre ce Noël ? 8h56 Sud Radio.